Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner parce qu'ici on poste des histoires mystiques tous les jours à 12h00 sur YouTube. On va rapidement commencer avec la première histoire. Surtout, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Première histoire. Bonsoir DMG, je suis Martha, je vis à Brazzaville. J'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire de ma cousine Priska. Priska, elle a 35 ans cette année. Priska, c'était le mouton noir de la famille. C'était une fille de la Ouija, comme on dit chez nous au Congo-Brazzaville. C'est une fille elle aimait la vie. Elle gérait plusieurs gares. Elle avait toujours les derniers téléphones à la mode, les belles voitures, les derniers téléphones à la mode, les fringues, les restaurants, les boîtes de nuit. C'était sa vie. Les tontons parlaient, fatigués. Les oncles ont parlé, fatigués. Tout le monde connaissait la réputation de Priska. Tout le monde connaissait sa réputation. Et puis un jour, Priska est tombée malade. Elle avait 32 ans à l'époque. L'histoire s'est passée il y a 3 ans déjà. Priska est tombée malade. Elle tombe malade, on l'emmène à l'hôpital, on essaie de la soigner, mais on ne trouve pas la maladie. Elle ne fait que se dégrader, elle ne fait que maigrir. On ne comprend pas, mais ça c'est quelle maladie? On soigne, ça a commencé par un palu, après c'est devenu la fièvre typhoïde, après ça ne faisait que s'aggraver. Elle commençait à maigrir. Ah! Nos oncles ont dit non, Priska, avec le train de vie qu'elle menait, certainement qu'elle a dû choper le VIH. On l'emmène à l'hôpital, les médecins font des examens, on fait l'examen du VIH, son examen est négatif, elle n'a pas le VIH. On s'est dit, bon, peut-être qu'elle est en train de développer un cancer, on a fait d'autres examens, mais tous les examens étaient négatifs. On ne trouvait pas la maladie, mais Priska, son corps ne faisait que se détériorer. Sa maladie ne faisait que s'aggraver. Vraiment, on ne comprenait pas. On s'est dit, bon, peut-être que c'est de l'ordre mystique, essayons de la soigner un peu, traditionnellement. On est allé voir des féticheurs et autres, mais personne ne savait de quel mal elle souffrait. On a essayé de voir un peu avec les pasteurs sur place, mais ça n'a pas marché. Et ça pendant au moins 5 mois. Priska était là. Je vous assure qu'elle ressemblait maintenant à un squelette. Elle ressemblait à un squelette. Vraiment, elle était à 2 pas de la mort. Et une fois, la maman de Priska, c'est ma tante. Et une fois, on a une tante qui vit en Angola, qui vit à Luanda. Elle était de passage à Brazzaville. Elle avait appris pour la maladie de Priska, mais elle ne connaissait vraiment pas que c'était aussi grave. Et quand elle arrive, quand elle voit Priska, elle dit « Non, mais ça, c'est quoi ça? C'est quelle maladie ça ?» La maman de Priska dit vraiment, hein, ma soeur, on a tout essayé, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Personne ne nous dit ce qu'elle a, vraiment, on ne comprend pas. Et après, ma tante qui vit à Luanda, elle s'est rappelée qu'elle avait une amie à Luanda, qui avait qui était très malade à l'époque, qui avait de sérieux problèmes, mais elle était allée se soigner à Pointe-Noire. Elle est allée rencontrer un pasteur qui vit à Luango, à Pointe-Noire. Luango, c'est un village qui est à quelques kilomètres de Pointe-Noire. Et sa copine elle était allée voir ce pasteur-là à Pointe-Noire. Et quand elle était rentrée à Luanda, vraiment, elle était bien. Elle avait retrouvé ses formes, elle était bien. Son problème avait été réglé. Ma tante, celle qui vit à Luanda, a appelé donc sa copine là-bas. Elle a un peu expliqué la situation. La copine a dit, ah, mais essaye d'appeler le pasteur qui m'avait aidé là. Elle a donné les coordonnées du pasteur là. Ma tante a appelé le pasteur. Le pasteur lui a dit, ah, madame, je suis à Luango, mais moi, je ne prends pas des cas comme ça. Il faut que le Saint-Esprit me parle. Laissez-moi 2 jours, je vais prier et après, je vais vous faire signe. Ma tante a laissé 2 jours ici, a laissé 2 jours passer. Et le 3e jour, lui-même, le pasteur, il a appelé ma tante. Il a dit, il faut que je vienne sur place à Brazzaville pour voir votre nièce. La tante a dit, il n'y a pas de problème. On a envoyé le billet au pasteur. Le pasteur est arrivé à Brazzaville. Il arrive à Brazzaville. Le pasteur demande à... Le pasteur vient là, il arrive à Brazzaville. Il demande à la famille de se mettre en jeûne. Il demande à tout le monde dans la parcelle, chez ma tante, il demande à tout le monde de faire un jeûne de 3 jours pour que le Saint-Esprit révèle ce dont souffre Priska. C'est ce qu'on a fait. Tout le monde a fait un jeûne de 3 jours. Tout le monde a fait un jeûne de 3 jours.
3 jours après, le pasteur est arrivé. Il a dit, il sait de quoi souffre Prisca, le Saint-Esprit l'a révélé. On lui demande de quoi elle souffre. Il dit à Prisca, tu te rappelles, un jour, tu allais faire du shopping, tu allais acheter des habits dans une boutique. Prisca dit, ah pasteur, mais moi j'ai acheté tellement d'habits, j'ai tellement fait du shopping dans les boutiques. Toutes les boutiques de Brazzaville, on me connaît. Dès qu'il y avait l'arrivage, on m'appelait. Vraiment, je ne peux pas me rappeler. Le pasteur lui dit, rappelle-toi, ce jour-là, tu allais dans une boutique, tu as acheté des vêtements. Tu as acheté une robe blanche, tu avais une robe blanche qui t'avait plu, tu as essayé cette robe blanche, elle t'allait, tu l'as achetée. Sauf que cette robe blanche-là, avant que toi tu n'arrives dans cette boutique, il y avait une fille qui était arrivée dans la boutique qui avait essayé cette robe. Cette fille-là, c'est une sirène, elle a une sirène. Cette fille-là a déposé sa sirène sur cet habit-là et elle est partie. Et toi, quand tu es arrivé, tu as essayé cette robe-là. La sirène-là est entrée en toi. Et c'est cette sirène-là qui te rend malade. Tout le monde a crié dans la parcelle. Il y a un oncle là qui est souvent très sceptique. Hein. Il ne croit pas trop en ces choses-là, ni en la sorcellerie, ni en Dieu. Il est sceptique. Il dit vraiment, ce pasteur nous raconte des conneries, il va seulement nous bouffer notre argent. Le pasteur dit, je n'ai pas de raison de mentir. Je ne vous demande rien. Vous allez penser à moi après. Vous allez penser à moi après. Mais voilà, je vous raconte, je vous dis que c'est ça. Maintenant, ma tante dit, mais maintenant, pour qu'elle guérisse, qu'est-ce qu'on doit faire? Le pasteur dit, il faut que cette fille-là vienne enlever la sirène qu'elle a mise sur votre fille. Comment trouver la fille? Tout le monde a dit, on va trouver cette fille-là comment? On va trouver cette fille-là comment? Le pasteur a dit, il faudrait faire un jeûne et prière de 7 jours. On va demander au Saint-Esprit de nous donner l'identité de la fille et de nous donner son adresse. Mon oncle a boudé, il dit ça c'est des bobards, c'est des conneries. Le pasteur dit c'est ce que je vous dis, c'est ce que le Saint-Esprit me demande de vous dire. Les tontons dit on n'a pas le choix, on va le faire. On a encore fait 7 jours de jeûne et prière. Le 8e jour, le pasteur arrive. Le pasteur a dit, la fille qui t'a mis cette sirène-là, elle s'appelle Mamie. Elle vit au pont Lidoué. Il a donné le numéro de la maison, 1000 et quelques temps, il a donné. Il a dit, je connais la maison. Le Saint-Esprit m'a montré. Il faut qu'on aille là-bas. Tout le monde a boudé. Mon oncle a dit, moi-même, je dois aller voir ça. Parce que moi, je dois toucher la réalité du bois pour croire. Les voilà donc dans la voiture, le pasteur, la mère de ma tante, la mère de Prisca, ma tante qui vient de Luanda, mon oncle, le sceptique. Les voilà dans la voiture. Hein. Je vous assure que cette histoire-là, si on me l'avait racontée, je n'aurais pas cru, j'aurais dit que ce sont des histoires inventées de toutes pièces, comme beaucoup d'histoires qu'on rencontre souvent sur la toile. Il faut l'avoir vécu pour le croire. Donc, ils arrivent au pont Lidoué là-bas. Le pont Lidoué, vers le pont Lidoué là-bas. Le pont Lidoué, vers le pont Lidoué là-bas, c'est un quartier qui se trouve au sud de Brazzaville. C'est loin de là où nous sommes. Nous sommes là où ma tante vit, là où Presca vit, c'est à Ouenze. Mais c'est loin de là où Prisca vit. Parce que notre quartier, c'est un quartier nord de Brazzaville. Mais ce quartier-là, c'est un quartier sud de Brazzaville. Donc, ils sont arrivés là-bas. Ils arrivent devant le portail. Le pasteur dit, c'est ici. Ils ouvrent le portail, ils rentrent. Quand ils entrent, ils trouvent 4 jeunes femmes, entre 27 et 35 ans, hein, 4 jeunes femmes assises sur eux. Il y avait une dalle, comme le puisard, quoi. Il y avait une dalle dans la parcelle, donc elles étaient toutes assises là sur des chaises et il y avait une qui faisait des tresses à une autre, quoi. Elles étaient 4 filles assises là. Dès que le pasteur rentre avec Prisca, avec mes tantes et mes oncles, il rentre là. La fille, celle qui faisait des tresses à sa sœur là, elle regarde Prisca, elle dit, Prisca, je t'attendais. Le pasteur dit, oui, oui, je sais que tu l'attendais. Elle est venue pour que tu lui enlèves ce que tu as mis là. La fille se lève et dit au pasteur, suivez-moi. Ils vont dans le salon de la fille, dans leur maison. Ils vont dans leur maison. Ils arrivent là. La fille, je ne sais pas ce qu'elle a fait parce que moi je ne suis pas allée. Ça c'est mon oncle qui explique. La fille arrive, elle touche Prisca, et puis elle parle comme si elle parlait en langue, comme si elle faisait une incantation. Après elle dit au pasteur, c'est bon, j'ai enlevé. Le pasteur dit, je ne veux plus revenir ici. Elle dit au pasteur, oui, c'est bon, j'ai enlevé. Le pasteur dit, c'est bon, repartons. Mon oncle dit, c'est tout. Il dit, c'est tout, repartons. Mon oncle dit non, mais ça c'est un mensonge. Le pasteur dit, monsieur, est-ce que vous me connaissez? Non. Est-ce que moi je connaissais votre nièce? Non.
Est-ce que moi, je vis à Brazzaville? Non. Est-ce que je connaissais cette fille? Non. Je ne peux pas inventer une chose pareille. C'est ce que vous voyez là. Le pasteur, il repart à la maison. Le pasteur a dit, en réalité, vous voyez ces filles-là, toutes les quatre là. Ces filles-là sont orphelines de père et de mère. Elles vivent là toutes les quatre. L'aînée, c'est Mamie, là, celle qui avait mis sa sirène dans l'habit que Prisca avait acheté. Elles sont toutes des sirènes, ces filles-là. Et donc, ces filles-là, quand elles sortent avec les hommes, sauf si elles veulent pas te faire du mal, mais si elles veulent te détruire quand elles sortent avec toi, il suffit qu'elles mettent leur sirène sur toi et leur sirène te détruit et tu meurs, ou bien détruit ta vie, tes affaires, tout, 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 tout. Le pasteur a dit, moi j'ai réglé la situation de Prisca. Mon Dieu a réglé la situation de Prisca. Prisca est guérie maintenant. Vous allez voir que d'ici quelques jours, elle va aller mieux. Moi, je rentre à Pointe-Noire. Je rentre à Pointe-Noire. Ma tante, tout le monde dit c'est tout. Mes oncles, c'est tout. Le pasteur dit c'est tout. Qu'elle continue seulement à prier, qu'elle se nourrisse, elle va aller mieux. Et le pasteur dit, bon, moi je rentre à Pointe-Noire, je rentre à Pointe-Noire. Maintenant, avant que le pasteur ne rentre, il y a dans la parcelle voisine, la parcelle en face de chez ma tante, à Ouenzé, la parcelle en face de chez ma tante, il y a le petit-fils du propriétaire, il a la parcelle en question, il y a un monsieur qui vit là, le propriétaire qui vit là avec ses enfants, mais il a aussi des locataires dans la parcelle, et il a un arbre dans la parcelle. Maintenant, il y a son petit-fils qui vient jouer avec des petits-enfants qui sont chez ma tante là-bas. Un enfant de 6 ans, je crois. Il a l'habitude de venir jouer là chez ma tante. Et ce jour-là, il est arrivé là. Le pasteur, avant de partir, il regarde cet enfant, il dit à ma tante, il demande à ma tante, c'est qui cet enfant? Ma tante dit, ah non, c'est le petit-fils de mon voisin. Le pasteur dit à ma tante, il y a un arbre dans leur parcelle, non? Ma tante dit, oui, il y a un arbre dans leur parcelle. Le pasteur l'a dit à ma tante, je vois cet enfant-là, attaché à cet arbre-là. Ma tante dit, comment ça? Le pasteur l'a dit, j'ai vu cet enfant attaché à cet arbre. C'est-à-dire que cet enfant, on le prépare pour être sacrifié. Il est attaché à cet arbre. Ma tante dit, ah bon? Ah, ma tante dit, bon, chacun ses problèmes, hein. Le pasteur l'a dit, d'accord, moi je rentre. Mes tantes et mes oncles avaient préparé un colis pour lui. Le pasteur a dit, non, 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 je ne vais pas prendre ça. Quand Prisca va aller mieux, vous allez me l'envoyer. Le pasteur, paye-moi juste mon billet, je rentre. Le pasteur est rentré à Pointe-Noire. Je vous assure qu'il a fallu moins de 2 mois pour que Prisca retrouve sa forme. C'est-à-dire qu'en 1 semaine, 2 semaines, elle a changé, elle a commencé à reprendre du poil de la bête. Elle a repris sa forme. Si on te dit que Prisca était malade, je vous assure que celle qui était devenue un squelette, là, en 2 mois, elle avait repris. Elle a repris. En 6 mois, c'était la forme. Et elle est allée s'installer en France. Elle est allée s'installer en France. Je vous assure que cette histoire, si moi-même je ne l'avais pas vue, moi-même je suis témoin oculaire, je n'allais pas le croire. Je n'allais pas croire qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans ce monde. Prisca est allée en France. 1 année après, je crois 2 ans, 1 année après, je crois, non, non, même pas 1 année, puisque Prisca est allée en France, je crois, 4 ou 5 mois après le départ de Prisca, dans la parcelle du voisin. Dans la parcelle du voisin. Dans la parcelle du voisin, là, il y a un des locataires qui a un jour, un des locataires a appelé le petit-fils du propriétaire. Je sais pas, il a appelé pour venir faire quoi dans sa maison. Quand le petit arrive dans sa maison là-bas, le voisin, le locataire tue le petit-fils là, le petit-fils du voisin. Il égorge l'enfant d'autrui. Et il y a un autre locataire qui vient le trouver là avec du sang. Ah, elle voit le corps de l'enfant. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah! Elle crie là. Donc, quand elle écrit là, tout le quartier en ébullition. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde là devant la parcelle du voisin. Oh non, le locataire a tué le petit-fils du voisin. Maintenant, le père de l'enfant, lui aussi vivait là, avec sa femme. Et la maman de l'enfant. Il était allé boire. C'est un militaire. Il travaille avec le directeur de la police nationale. De la police nationale. C'est un militaire, il était en train de boire dans un ganda du quartier. On l'a appelé, mais viens rapidement. Il y a ton fils qui a été égorgé par votre locataire. Yeah. Le gars est arrivé là, il a juste pris la machette. Je vous dis qu'il a découpé le locataire. Et cette histoire-là, tous ceux qui vivent à Ouenzé connaissent cette histoire-là. Tous ceux qui vivent à Ouenzé, vous demandez la rue Pongala, ils vont vous dire ce qui s'est passé là-bas. Tout le monde, presque tout Brazzaville connaît cette histoire parce que ça avait fait la une. Ça avait fait la une. Donc le papa de l'enfant a découpé le locataire. Il a découpé le locataire.
le locataire. Après, il y a eu le camion de la police, la BAC, la brigade anticriminelle qui est venue le chercher. Il a été emprisonné. Mais bon, comme c'était un petit du DGPN, du directeur de la police nationale, il a vite été libéré, hein. Il a peut-être fait 2 mois de prison. Après, un moment, on l'a caché quelque part, le temps que l'affaire se tasse. Et puis après, il est reparti dans le quartier, mais son fils est décédé, le locataire aussi est décédé. Et là, c'est à ce moment-là que ma tante s'est rappelée. Elle a dit, ah, le pasteur nous l'avait dit que cet enfant-là était, était là on l'avait ligoté sur l'arbre. Mais finalement, on a compris que non, le locataire était juste un bouc émissaire. Il était faible d'esprit, on l'a envoûté pour tuer cet enfant. Sinon, la mort de l'enfant revenait de sa propre famille. Mais bon, les choses des familles des gens, comment vous allez en parler? Voilà. C'est l'histoire que je voulais vous raconter. C'est l'histoire que j'ai vécue en live, l'histoire de Prisca. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour ou bonsoir à toi DMG. Bonjour ou bonsoir à toute la grande famille DMG. C'est un plaisir pour moi de partager une fois de plus une de mes histoires mystiques. Comme il est de coutume ici, abonnez-vous, likez et partagez. Cette plateforme est là pour éveiller des consciences. Alors je vais raconter une histoire qui m'a été racontée par mon petit frère. L'histoire se passe au Cameroun, à Douala, au quartier dit Saint-Michel. Un jour, mon petit frère se rendait au travail comme d'habitude. Et là, il aperçoit une foule non loin du carrefour Saint-Michel. Il s'approcha pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et là, il y a un monsieur que les gens ont encerclé qui est en train de pleurer comme un enfant. Et là, voilà ce que le monsieur raconte. À la veille, il a fini sa soirée, sa journée de travail comme d'habitude. Et il a décidé de se rendre dans un bar pour prendre un dernier verre, histoire de se relaxer un peu, puis rentrer à la maison comme tout bon Camerounais. Quand il se rendit au bar, il commanda une bière. Et dans ce bar, il y avait une jeune demoiselle qui était toute seule, très belle. Il dit qu'elle était vraiment belle, bien habillée. Tu sentais que c'était une femme qui respirait. Il commença à siroter sa bière tranquillement. Et là, le serveur lui ramène 2 autres bières. Il s'étonna. Et il dit au serveur, je n'ai que commandé une seule bière. Pourquoi vous m'en ramenez 2 en plus? Le serveur lui dit, c'est pas moi, mais c'est la dame qui a demandé à ce que je vous serve 2 bières en plus. Il était joyeux. Il a fait un signe à la dame pour lui remercier. La dame a répondu avec un signe aussi pour accepter ses remerciements. Là, la soirée continue et la dame envoie le serveur inviter le monsieur sur sa table. Le serveur effectua la commission et le monsieur se leva de là où il était assis pour se rendre où la dame était assise. La dame lui dit, dans ma table, on ne boit pas de bière, on ne boit que du whisky. Voilà, dans sa tête, il a le jackpot. La soirée se passe bien, vraiment, des danses sensuelles, la femme sent bon, des petits attouchements, vraiment, dans sa tête, il se dit, moi, j'entends souvent que des gars gagnent des jackpots avec des femmes ici. Moi aussi, aujourd'hui, là, c'est ma part que j'ai eue comme ça. Une fois, à bout de souffle, on a trop dansé, il faut qu'on rentre. Il n'a pas caché à la femme qu'il était marié. Il a dit, moi je suis marié, je vis avec une femme. Je ne peux pas te ramener chez moi pour finir la soirée en beauté. La femme lui dit, c'est pas un souci. On peut prendre une chambre d'hôtel, je vais payer, ne t'inquiète pas. Là encore, le gars dit, ça vraiment, je viens d'avoir la confirmation que, vrai là, j'ai eu le jackpot. C'est comme ça que les gars sont partis. Et quand ils arrivent dans la chambre d'hôtel, la femme lui dit, laisse-moi juste le temps de me mettre propre et puis je te rejoins. Le gars s'allongea. Il se débarrassa de ses vêtements. Et là, qu'est-ce que la femme a fait? Elle entre dans les toilettes. Elle frotte une substance chimique, autant pour moi, qui allait provoquer une somnolence
à ce monsieur, puis après l'endormir complètement. Quand elle ressort de la chambre toute propre, avec une robe vraiment coquine, le monsieur n'attendit pas longtemps et il bondit sur la dame. Il commence à faire les choses d'adulte, mais la femme insistait à ce que le monsieur il descende sur les tétons. Bon, je ne vais pas dire ça parce que ça part dans les réseaux sociaux. Bon, comme tout homme, il va se laisser faire parce que si la femme elle aime ça, il faut qu'il fasse. Et là, il se met à faire sa chose. Plus il effectuait le truc, plus, autant pour moi, plus il se sentait vraiment fatigué. Au bout d'un certain moment, il s'est endormi. Le matin, quand il se réveille, il retrouve son derrière cassé. C'est-à-dire, les gars, il ne sait pas si c'est un homme ou alors si c'est la femme là qui a porté le god, où ils étaient combien, où ils étaient quoi. Il s'est retrouvé en sang. Là, ça faisait mal. Et il y avait des bougies rouges allumées. C'est-à-dire, bref, je ne sais pas si l'histoire elle est mystique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'on lui a fait. Moi, j'appelle juste à la vigilance. Quand on sort, allons faire ce que nous avons à faire. Si c'est pour boire l'alcool, et arrêtons souvent de sortir seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, même les amis, il ne faut plus faire confiance. Mais c'est mieux de ne pas sortir seul. Parce que le monde de la nuit là, c'est aussi le monde des morts. La nuit là, c'est aussi là que les morts, eux aussi, c'est leur part de moment de sortie de leur tombe. Toutes des choses mystiques se passent généralement dans la nuit. Donc, redoublez de vigilance, s'il vous plaît. Merci de m'avoir permis de raconter mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Salut la famille DMG. Bon, j'ai une histoire à raconter. C'est une histoire réelle. Ça s'est passé dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Odiéné. Voilà, il y avait un monsieur qui était là, qui était un marabout, qui était beaucoup négligé au fait dans le quartier. Je vais taire le nom du quartier. C'est un quartier de la ville d'Odiéné. Et il avait pour habitude de sympathiser avec des jeunes au quartier. Et communément, comme chez nous, les malinqués, il y a des heures où les jeunes aiment beaucoup faire le thé, là, comme les Maliens l'aiment bien. Voilà. Et autour du thé, on discute de tout et de rien, on s'amuse, on se taquine jusqu'à l'aube. C'est comme ça qu'un jour, le marabout en question était avec les jeunes et puis il a reçu un appel. Donc là, il s'est levé, il est allé communiquer. Quand il a fini de communiquer, il s'est rendu maintenant sur les lieux. Il s'est rendu au grain, comme on le dit ici, au grain. Ils ont bu le thé quelques heures après et il est rentré. Quand il est rentré, le lendemain, il est revenu. Il a dit aux jeunes que vraiment, quand j'étais avec vous ici, j'avais ma carte mémoire. Personne ne l'a vue. Parce que cette carte mémoire-là, j'ai tellement de trucs importants là-dessus. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a vu la carte mémoire, qu'il me la remette. Parce qu'elle est très très importante pour moi. J'ai trop de trucs importants sur cette carte mémoire-là. Et les jeunes ont dit, vraiment, on n'a pas vu de carte mémoire. Et il y a un qui a dit, mais on n'a pas vu de carte mémoire. Mais tu nous embêtes pourquoi? Est-ce que tu as besoin de dire tout ça pour une simple carte mémoire qui ne coûte peut-être que 2000 francs? Il dit, non, mon petit, si tu vois que je te dis ça, c'est parce que cette carte-là, ce qui est sur cette carte-là, c'est trop important pour moi. Il dit, avancez là-bas. C'est ce qu'il dit aux marabouts. Les faux marabouts qui font bruit là. Comme on le dit communément chez nous ici, les faux marabouts qui font bruit. À cause des cartes mémoire, tu es en train d'embêter les gens. Le marabout n'a pas parlé, il est parti. Le soir, il est revenu encore les voir aux environs de 22 heures. Ils étaient encore là au grain. Il dit, s'il vous plaît, la personne qui a vu ma carte mémoire là, parce que je sais que parmi vous, il y a quelqu'un qui a pris
Mais je ne peux pas dire qui c'est en question. Mais s'il vous plaît, la personne qui a pris la carte mémoire là, qu'il fasse un effort pour me la remettre. Parce que cette carte mémoire là me coûte vraiment cher. J'ai tellement de trucs importants sur cette carte mémoire là que si je la perds, vraiment ça va agir sur moi. Et le même qui l'a chassé dit, mais tu viens nous embêter à cause d'une simple carte mémoire, pourquoi même? On en a marre de ton histoire de carte mémoire. Ce que tu peux faire là, il faut faire, on va voir. Faux marabout inutile là. Tu es là que pour bouffer l'argent des gens ici. Tu ne fais rien de bon, tu vas venir emmerder les gens. Si tu étais aussi fort, tu aurais dû nous dire qui a pris la carte mémoire. Tu n'as pas venu nous embêter ici. Il a dit aux jeunes carrément que c'est avec moi que tu joues. Que c'est avec moi que tu joues. Que depuis qu'on est ensemble ici, est-ce que je t'ai déjà fait quelque chose? Ou bien est-ce que je vous ai déjà fait quelque chose? Il dit, ok, je donne 2 jours à la personne qui a ma carte mémoire pour m'envoyer. S'il ne me donne pas 2 jours, ce qui va arriver, arrivera. Il dit, et puis quoi encore? Le monsieur n'a pas parlé, il est rentré chez lui. 1 jour, 2 jours, la carte mémoire n'est toujours pas revenue. Et il a fait ce qu'il voulait faire. Et c'est tombé sur un vendredi. Et ce vendredi à midi, le jeune était couché dans sa chambre. Il est sorti et il a demandé à sa maman, vendredi à midi, il demande à sa maman qui était en train de faire le cabato. Que maman, c'est la nuit là que tu fais le cabato. Donc moi j'ai dormi toute une journée. Sa maman dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'il ne fait pas nuit, hein. Il est midi, 12h pile. Moi-même, je suis en train de faire le déjeuner rapidement pour me rendre à la mosquée, pour ne pas rater la prière du vendredi. Il dit, mais maman, qu'est-ce que tu racontes? Que le coin est noir, il fait nuit. Allume la lumière, je ne vois rien. C'est comme ça que tout a commencé. Ce jeune a commencé à courir par-ci et par-là. Les gens l'ont attrapé, l'ont ramené à la maison. Ça n'allait toujours pas, il se débattait. Il disait qu'il voyait des choses. Et malgré ça, ça n'a pas pu... Il n'a pas pu guérir. Parce qu'on ne savait pas d'où le mal venait. Il a un ami maintenant qui est venu là et son ami lui a dit, mais toi tu oublies que tu as parlé mal. Bon, je vais donner un nom comme ça au marabout. À monsieur Idriss. Est-ce que c'est pas lui? Comme ça, ils se sont rendus chez monsieur Idriss, le marabout en question. Il dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que le petit m'a dit que moi je ne vaux rien. Il a dit que je ne valais rien. Il me vilipendait, il me disait des trucs bizarres, des paroles méchantes, comme si je suis son frère. Pourtant, je suis âgé que vous. Donc, je suis en train de lui montrer que je sais que c'est lui qui a pris la carte mémoire. Je suis en train de lui montrer. Simplement. Ils lui ont demandé pardon. Pardon. Il a dit non, qui veut la carte mémoire? S'il a la carte mémoire, il va libérer le jeune. Et là, ils ont tout fait. Chercher la carte mémoire. Mais le jeune est inconscient. Donc, le jeune même ne sait pas où est la carte mémoire. Donc, il a fait des mois. Il ne se portait pas bien. On voyageait avec lui. Il ne se portait pas bien. Et là, sa maman a décidé comme ça de nettoyer la maison. Et en nettoyant la maison, la chambre du jeune en question, elle a vu la carte mémoire. Elle s'est rendue chez le monsieur. Elle lui a dit, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une carte mémoire. Parce que je viens de voir un truc dans la maison. Le monsieur prend, il met dans son téléphone. Il voit, il dit, c'est la carte. Il dit, ok. La maman lui a demandé, est-ce que tu vas libérer mon fils maintenant? Il dit, il n'y a pas de problème. Il a libéré le jeune. Mais quand il a libéré le jeune, il fallait toujours suivre un traitement encore parce que c'était spirituel. Ils se sont débrouillés, ils ont encore cherché des médicaments quelque part là. Le laver. Mais malgré le marabout l'a libéré, le jeune n'a pas eu longue vie. Quelques semaines après, il est décédé dans sa chambre sans que personne ne le sache. Depuis ce jour, les jeunes du quartier ont surnommé ce marabout là marabout Satan. Et jusqu'aujourd'hui, si tu arrives à Odienné-Ville, tu rentres dans le quartier et tu te demandes, je cherche marabout Satan. Il faut attraper ta main et t'envoyer chez ce dernier là. Il est encore là. C'est pour dire en quelque sorte
à nos jeunes frères et sœurs que souvent, là, même si tu habites avec quelqu'un qui te dit qu'il est un puissant homme spirituel, il ne faudrait pas le négliger, quoi. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Tu vas être fort spirituellement, comme chez nous les musulmans, on le dit toujours. Il ne faut jamais dénigrer ni négliger la religion de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça on dit chez nous. Parce que Dieu peut te soutenir. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'il fait, mais tu n'es pas obligé de dénigrer ce qu'il fait. Tu ne dois jamais le faire. Sinon, le jour où il te fait quelque chose que ça prend, là, c'est ce que toi-même tu as cherché. Voilà, c'est un peu ce que je tenais à... C'est un peu mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour, bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG TV. Je vous salue, hein. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez, vous écoutez l'audio, je vous salue. Donc, c'est ma première fois de raconter l'histoire et je vous la raconte depuis le Togo. Bon, il y a quelques mois, quelques jours plutôt, je suis revenue au pays et ma tante et mon frère rappelaient d'une histoire qui s'est passée il y a quelques années et je voulais la partager avec vous. Donc, il y a quelques années, je dirais entre 2018 et 2019, comme ça, il y a une histoire qui s'est passée. Bon, chez nous, c'est une grande maison. C'est une maison familiale où il y a presque toute la famille. Il y a ma tante, mon oncle et moi, ma petite cousine et mon grand-père. Donc, il y a beaucoup de travaux ménagers et tout. Moi, je vais à l'école, donc j'arrivais pas à travailler à la maison. C'est vrai que des fois, le matin, je travaillais avant de partir, mais revenir travailler encore, c'était un peu fatigant. J'étais en classe d'examen aussi. Et on avait l'habitude de prendre des bonnes pour nous aider à la maison pour les travaux. Et en cette période de 2018-2019, on n'avait plus de bonnes. On n'avait plus de bonnes. L'autre, elle était partie. Celle qui était là, elle était partie. Elle était retournée chez sa famille, en fait. Et on cherchait, mais on ne trouvait pas. On ne trouvait pas. Et un beau jour, il y a une amie de ma grand-mère qui dit, moi je connais quelqu'un qui veut te proposer sa fille en tant que bonne, en tant que servante pour 2 ans. Mais le problème, mais la fille, elle a 16 ans en fait. Ma grand-mère lui demande plutôt, la fille, elle a quel âge? Elle dit, la fille, elle a 16 ans. Ma grand-mère a dit, non, c'est pas possible. 16 ans, c'est un enfant, elle va venir faire quoi? Il y a beaucoup de travail, c'est un bébé, elle peut rien faire. D'habitude, nous, on prend les bonnes, c'est 20 ans, 21 ans en allant. Elle dit, oui, mais elle travaille, elle travaille beaucoup. Si tu veux, je te mets en relation avec la dame et puis tu vas communiquer avec elle. La dame met en contact ma grand-mère et puis celle qui devait nous proposer la bonne. Et puis, ma grand-mère raconte la rencontre de la dame. Elle parlait, elle dit effectivement, oui, ma fille, elle a 16 ans, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et tout, elle dit, ok. Elle dit, est-ce qu'elle est là actuellement? Elle dit, non, elle est à la maison, elle est en train de travailler. Donc, prochainement, peut-être, si tu viens, je vais te la présenter. Elle dit, ok. La prochaine fois arrive, ma grand-mère, on lui présente la jeune fille. Elle dit, ok, bon, elle a l'air jeune, mais c'est une petite fille assez adorable et tout. Donc, on lui dit, ok. Donc, après, on va te mettre... après, plutôt, tu vas venir chez nous. Tu vas commencer par travailler. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, ma grand-mère discute avec elle du prix et tout, comment ça va se passer. Elle dit, ok, ils ont fini de parler de ça. Quelques jours après, la bonne arrive. Il faut savoir que nous, on n'avait pas rencontré la bonne. C'est ma grand-mère, celle qui l'avait rencontrée.
Quelques jours après, la bonne arrive dans la maison familiale. C'était un matin, elle arrive. Et quand elle arrive, il n'y avait aucun problème. Nous tous, c'est une jeune fille adorable, elle n'était pas âgée. Donc voilà, on nous a fait la présentation, on a dit, elle s'appelle telle, elle est de telle ethnie. Ma grand-mère qui nous la présente, elle dit, elle est de telle ethnie, tout ça, on l'appelle comme ça. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle avait l'air sympa et tout. Donc elle avait voyagé pour venir chez nous. Il faut savoir que, bon, c'est deux villes différentes. Là où elle était, c'était un village et puis nous, on était dans une ville. Donc elle avait fait le déplacement depuis le village pour venir ici. Donc pour ceux qui connaissent un peu Lomé, je vais dire c'est une distance d'apparemment Lomé, je pense. Il y a un truc comme ça. Et elle était venue. Elle est venue, on a fait les présentations et tout. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui aime bien sympathiser avec les gens. Donc, il a parlé, il lui a dit ça va, tout ça. Et puis, tous on dit, elle est gentille, elle est adorable et tout. Mais la go vient, premier jour, elle ne se repose pas. Elle vient, elle attaque directement les tâches ménagères. Elle travaille, elle nettoie. On dit, mais faut te reposer un peu, tu viens d'arriver, tu commences à ne pas travailler. Que non, ça va. Elle est venue pour travailler, donc elle va commencer à nettoyer. Elle dit, ok, vu que tu as commencé là, terminé. La go nettoie, elle nettoie les terrasses, elle balaye, et elle lave les assiettes, elle fait tout, elle fait tout, elle fait tout. Elle finit, elle ne se repose pas. On mange et tout, on lui donne à manger et tout, tout se passe bien. Le lendemain, vers 5h30, c'est 5h30, ma grand-mère et moi s'est réveillée pour la prière. Mes grands-parents et moi plutôt se réveillent pour la prière. Ma grand-mère me dit, il est 5h30, il faut aller vous réveiller là-bas. Je vais, je réveille, la go ne se réveille pas. Je la tape, elle ne se réveille pas. Je la tape encore, elle ne se réveille pas. J'ai dit, mais c'est qu'elle a fait 5h30, 5h40 et quelques, je réveille la bonne, elle ne se réveille pas. Quand je dis, c'est qu'elle a fait, je vais appeler mon grand-père. Je lui dis, je réveille la go, mais elle ne se réveille pas. Mon grand-père, j'ai dit, lui aussi, il sait. Elle ne se réveille pas. Il me dit, va chercher l'eau. Je prends l'eau, et puis il a versé l'eau sur la fille. C'est là, elle s'est réveillée. Elle était en sursaut, elle s'est réveillée. Bonjour. Il dit, bonjour. On va faire, tu étais allée comme ça, tu dormais et puis tu t'es pas réveillée. Que non, c'est qu'elle était un peu fatiguée. C'est un peu rendu, ok. On a laissé passer, on s'est dit sûrement, oui, c'est vrai. Elle était fatiguée, elle est rentrée dans un sommeil profond, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc mon grand-père lui dit, ok, donc il faut redormir vu que tu es fatigué. Et à 6h30 et quelques comme ça, tu vas te réveiller, travailler, tu vas te reposer d'abord. Elle dit non, qu'elle est déjà réveillée, donc elle ne peut pas redormir encore. Elle dit, tu dis que tu es fatiguée, donc il faut te coucher. Que non, c'est bon. Ok, la fille se réveille, elle commence par travailler encore. Elle travaille. Un temps, mon oncle aussi se réveille, il sort. Que aujourd'hui, il est fatigué, on dirait qu'elle a frappé. Que lui, il est vraiment fatigué. Que lui, il a mal partout. Il dit, il te mal partout, comment? Et puis, il était sérieux. Nous, on pensait que c'était une blague et tout. Il dit, il est vraiment fatigué. Et mon grand-père, il dit, ok, il faut aller à la pharmacie. Tu vas acheter, c'est un médicament, ce sont des vitamines. Tu vas acheter ça et peut-être ça va aller. Il a allé acheter, il a vu. Il dit, ça va toujours pas. On dirait que quelqu'un l'a frappé dans son sommeil ou bien lui, il a travaillé profondément, quelque chose comme ça. On dit, ok, il faut te reposer. Bon,
Le lendemain, la même scène se passe. On arrivait, il ne se réveille pas, même chose. 2 jours, même scène. 3 jours, même scène. 4 jours, même chose pendant des semaines. Un jour, mon grand-père l'appelle, dit, et puis à chaque fois qu'on se réveillait comme ça, c'était autour de chacun. Genre, c'était mon oncle qui était fatigué le premier jour. Le second jour, c'était moi, c'était ma tante, c'était tante. Genre, tout le monde était fatigué quand on se réveillait. Tu vois. Et puis mon grand-père l'appelle, il dit, toi, tu as quoi? Il dit, tu as quelque chose ou bien c'est comment? Il dit, non, elle n'a rien, que non, ce n'est rien, elle même ne comprend pas ce qui se passe. On dit, ok. Le lendemain, quand mon grand-père l'a appelé pour lui demander ce qu'elle a, tout ça, ma grand-mère aussi a commencé par tomber malade. Que sa tête, que son oreille, que ses yeux partent. Et elle pleurait. Elle pleurait. Quand je te dis DMG qu'elle pleurait, c'est que vraiment, je n'avais jamais vu ma grand-mère comme ça. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle pleurait. Que mon pied, mes yeux, mes oreilles, ma tête, ça me fait mal. On est allé à l'hôpital, on fait les radios, il n'y a rien. On nous prescrit les médicaments, on n'achète rien. Rien. On dit, ah, mais c'est quelle affaire ça? Un jour, 2 jours, le 3e jour, ça a commencé vraiment par s'empirer. Elle n'arrivait pas à se lever. Et on a dit, ok, on va aller, mon grand-père, ils ont dit, ils vont aller au village. Ils ont pris mon oncle, ils sont allés, c'est comme ça, on lui a dit, vraiment, il faut vraiment qu'on fasse vite, parce que si on ne fait pas vite, tu vas mourir. Genre les rituels et tout, il fallait qu'elle fasse vite. On lui faisait les médicaments, tout ça, on lui faisait les médicaments pendant 2 mois, de novembre à décembre, je pense. Oui, c'était pendant les jours, les fêtes comme ça, de novembre à janvier, un truc comme ça. Pendant 2 mois, il est resté au village là-bas. Elle est restée au village, on lui a fait les médicaments. On lui a fait. Et après, c'est quand on lui a fait les médicaments, on lui a dit, c'est pas la bonne qui t'a donné les maladies là, c'est pas elle qui voulait te tuer. Que elle, c'est quelqu'un qui a la sorcellerie, effectivement, mais elle ne tue pas. Elle utilise genre sa sorcellerie pour prendre la force des autres pour travailler. C'est pour ça que tu vois, jamais la voix, elle est fatiguée. Elle change de corps pour travailler. Elle prend la force des gens pour travailler. Mais elle tue pas. Elle a la sorcellerie, mais elle ne tue pas. Elle voyage, elle fait les voyages de trucs là. Je sais pas comment on appelle ça, mais elle ne tue pas. C'est juste que, vu qu'elle était dans la maison, elle a ouvert la porte aux autres personnes qui voulaient te faire du mal. Donc elle les a vraiment ouvert la porte et c'est eux qui veulent te tuer. On dit comment on va faire maintenant que aujourd'hui la bonne doit quitter la maison net parce qu'il n'y a pas de retour. Et puis si elle quitte la maison, ma grand-mère n'a pas le droit de rentrer d'abord. On doit venir faire les choses dans la maison avant qu'elle ne puisse quitter le village et puis rentrer. Donc ils ont appelé. Nous on était en ville, ils étaient au village. Et mon grand-père a appelé, il dit ok, vous allez aller chercher un taxi. Vous allez mettre la jeune fille là-dedans. Vous dites au taximan, parce qu'on connaissait un taximan, vous dites au taximan de l'amener à tel point. Ses parents vont venir la chercher là-bas. On a déjà payé la mère, on a déjà payé le père pour les quelques mois qu'elle a fait. Je dis ok. Nous, sur le coup, on n'a pas compris. C'est quand ils sont venus, ils nous ont raconté. On a fait ce qu'on nous a dit de faire. On a mis la voiture et puis la voie est partie. Voilà, quand la bonne est partie, c'est mon grand-père qui est venu avec comment on dit ça, un ritualiste, le ritualiste qui faisait le médicament à ma grand-mère. Ils sont venus, ils ont fait des préparations à la maison.
puis après, ma grand-mère est revenue. Quand elle est revenue, tout allait bien, tout était stable. Et sa maladie, ça a cessé, les médicaments, tout ça, on a arrêté. Il était en forme. Les fatigues, il n'y avait plus tout ça. C'est qu'ils sont venus nous raconter que oui, c'est comme ça, c'est ce qu'on les a dit, que la bonne a fait ça, qu'elle a fait ça. On dit, vraiment, DMG, le monde est méchant. Le monde est méchant. Moi, ma grand-mère, c'est quelqu'un de bien, elle n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Au contraire, même dans la famille ici, on sait les gens qui lui ont fait ça. On sait. Nous tous, on sait, c'est les gens de la famille. Et puis on les connaît. Ils viennent chez nous tous les jours. Ils viennent et puis on les connaît. On les connaît. Donc, voilà, c'était ma petite histoire. Et franchement, c'était pour dire qu'on ne connaît pas les gens autour de nous. On ne connaît pas. Tu vas voir une personne, tu vas te dire, ah, cette personne est joviale, elle est gentille et tout, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière. On ne sait pas. Donc, méfions-nous vraiment des gens. Faisons vraiment très attention parce que le monde d'aujourd'hui est plein de trucs mystiques. Vraiment plein de trucs mystiques. Du jour au lendemain, tu vas mourir, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais donc vraiment, faisons très attention. Donc, c'était ma petite histoire et j'espère que voilà, j'ai pas été très longue. Donc voilà, merci. Et je reviendrai après avec une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG TV. C'est la première fois que je raconte plutôt une histoire. Et cette histoire que je vais vous raconter, j'ai été témoin de ça. Elle s'est passée dans notre maison. Voilà. Donc là, je vais vous raconter l'histoire de mon petit frère, l'avant-dernier de la famille, parce que nous sommes 4 enfants. L'avant-dernier et le seul garçon. Donc, tout ce qu'il demandait, on lui offrait parce que c'était le seul. Tu comprends? Et nous, les autres filles, on répondait à nos critères, mais c'était pas comme mon petit frère. Voilà. Donc, comment je vais appeler mon petit frère? Je vais lui donner le nom de Chris. Voilà. Cette histoire s'est passée lorsque mon petit frère était plutôt au CM2. Et là, au CM2, là, tu vas passer ton examen pour entrer au collège et tout. Donc, au CM2, à partir d'un certain moment, mon petit frère faisait des choses bizarres. Laissez-moi vous expliquer. Il faisait des choses bizarres. Et quand on lui disait demain tu vas à l'école, va étudier, il commençait à pleurer. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il pleurait seulement, comme si on l'avait frappé. Mais lorsqu'il venait s'asseoir, lorsqu'il n'avait pas cours le lendemain, un exemple, si aujourd'hui, samedi et dimanche, il n'y a pas cours, il était là, comme si tout allait bien, il n'y avait rien. Mais c'est lorsque on lui disait, tu vas à l'école aujourd'hui, ou soit demain tu t'en vas à l'école. Il commençait à pleurer, à chaudes larmes, comme si on l'avait frappé énormément. Il pleurait, il y avait la morve même qui sortait, comme si on l'avait frappé. Et il pouvait pleurer comme ça pendant peut-être des heures et des heures sans raison. On ne savait pas ce qui lui arrivait. Bon, mes parents, ils ont cru que c'était juste un bébé gâté. Parce que tous les jours, on lui offre ce qu'il voulait. Donc, il se permettait de choisir ce qu'il voulait et tout. Et mes parents pensaient que c'était un bébé gâté. Disons, non, je veux pas aller à l'école, non, laissez-moi tranquille, non. Bon, quand c'était comme cela, mes parents ont dit que non, tu dois aller à l'école. Non, tu dois pas rester à la maison, tu dois aller à l'école. Et mon petit frère toujours se plaignait. Je veux pas aller, je veux pas aller, j'ai peur. Mes parents lui demandaient, tu avais peur de quoi? Il dit que non, quand il voit le visage du professeur,
du professeur de CM2, du maître de CM2, qui voyait son visage. C'est comme si le professeur se transformait en un démon. Donc, quand il va en classe et il voit le démon là, il voit plutôt son professeur avec ce visage de démon, il comment on appelle ça? Il avait peur, ça fait qu'il ne comprenait pas ce que le professeur disait. Il ne comprenait pas. Toujours se lamentait. Je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas aller à l'école. Mes parents ne comprenaient pas. Donc, une fois, il est venu à côté de moi. Et comment je vais me nommer? Je vais me nommer Jemima. Il est venu à côté de moi. Il m'a dit, ah, Jemima, je vais mal, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai. Comme moi, quand j'étais petite, j'avais un peu un troisième œil. Je voyais certaines choses que je ne pouvais pas expliquer même à mes parents. Donc je me suis dit que quoi, peut-être ils voyaient aussi ce que je voyais. Mais ce troisième œil a été fermé quand j'ai grandi avec l'âge. Ce troisième œil a été fermé. Donc il m'explique. Il me dit que non, je vois quelque chose, je vois quelque de noir et tout. J'ai besoin de ton aide. Et une fois, en partant, on l'a accompagné à l'école parce qu'il ne pouvait même plus partir avec mes parents parce que quand il disait des trucs à mes parents ne le croyaient pas. Donc, il ne pouvait même plus partir avec mes parents. Je partais l'accompagner à l'école. Et Dieu merci, l'école était tout près de la maison. Donc, je partais l'accompagner. Et une fois, en partant l'accompagner, j'ai vu trois hommes vêtus de noir avec des masques. Je vous dis, j'ai vu trois hommes vêtus de noir avec des masques. Et lorsque j'ai vu les masques là, en fait, les masques savaient, c'était en pleine journée, les masques savaient que je les voyais. Mais j'ai fait comme si rien, j'ai dépassé, comme si de rien n'était. Et arrivé un peu loin, mon petit frère m'a demandé, est-ce que tu as vu ce que moi aussi j'ai vu? Il a dit, tu as vu les trois hommes vêtus de noir? Et je lui ai dit oui. Fais comme si tu ne les vois pas. Là, ils ne vont pas te fatiguer, ils vont pas te chercher. Là, je l'ai accompagné à l'école. Et quand j'ai vu le professeur de mon petit frère, il n'y avait rien sur son visage. Je ne comprenais pas où il disait qu'il voyait le démon. Je ne comprenais pas. Il dit que non, regarde bien son visage. J'ai dit je ne voyais pas, je ne comprends pas. Pourquoi? Il n'y a rien sur le visage du professeur, donc je l'ai laissé à l'école. Je lui ai dit non, essaie de te calmer, il ne va rien se passer. D'accord. Et c'est comme si je suis partie l'accompagner à l'école à 8h tellement il était paniqué. Et je suis allée l'accompagner à l'école à 8h. À 9h30, mon petit frère revient à la maison en courant et en pleurnichant. Je lui ai demandé il y a quoi, parce que moi, pour moi c'était quelqu'un qui l'avait menacé de le frapper à l'école et tout. Il dit non, qu'on le poursuit. Il dit mais attends, tu parles de quoi? Il dit non, j'ai mis on me poursuit, désolé, on me poursuit. Et là, je me suis dit non mais cette histoire devient grave, il faut que j'en parle à mes parents. Et là, j'ai dit à ma mère d'abord. Je lui ai dit ah voilà ce que Chris voyait et c'était pas normal. Maman dit non, souvent tu vois, tu connais ton petit frère, souvent il se joue les pleurs, les chats, tout ça, il veut tout ce qu'on lui donne. Je lui ai dit, maman, ce que Samuel a vu là, moi aussi j'ai vu. J'avais vu les trois hommes qui nous fixaient et tout, mais j'avais pas vu le visage du, du démon que mon petit frère disait, le maître, le visage du démon que mon petit frère voyait. Et là, j'ai dit à maman, il faut qu'on l'envoie dans une cellule de prière. On a appelé des prêtres exorcistes. On a prié, prié, prié. Mon petit frère là, il pleure, il s'écratait sur lui, se blessait, se lance. On se demande il y a quoi. C'est ce jour-là, j'ai été témoin vraiment de la sorcellerie. Je me disais que non, la sorcellerie n'existait pas. Mais ce que j'ai vu là, c'était tellement... Je ne peux pas vous imaginer, c'était tellement réel. S'il vous plaît, la sorcellerie, elle existe. En priant sur mon petit frère, on a envoyé les prêtres des exorcistes, on a envoyé les célestes, on a envoyé plusieurs personnes pour délivrer mon petit frère. Mais il recommençait ces symptômes-là. Il s'écratait, il pleurait il criait, tout ça.
Donc une fois, on envoyait dans une émission où il y avait un prêtre qui priait pour délivrer les gens. En fait, il voyait dans le monde spirituel. Et là, on appelle mon petit frère Chris, Chris, Chris. Et mon petit frère se présente à la barre, sur la scène plutôt, avec ma mère. Et le prophète, il dit exactement ce qui se passe dans la vie de mon petit frère. Et il dévoile ce qui se passe dans le monde mystique. Il dit que mon petit frère a une bonne étoile. Il a une très bonne étoile. Mais quelqu'un lui a lancé un sort de folie. Pour ne pas que, lorsqu'il ira à l'école, il pourra accomplir ses trucs. Il pourra réussir dans son parcours scolaire. Mais nous étions tous choqués. Comment quelqu'un pouvait-il faire cela? Comment quelqu'un pouvait-il le faire? J'étais tellement choquée d'entendre cela parce que je ne m'imaginais pas que cela allait arriver dans ma famille. Et là, il a prié sur mon petit frère, il l'a délivré. Et ma mère et nous, on a fait des jours, on a prié, 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 pour que la personne que lui a envoyé ce soir-là, que ce même sort se retourne sur elle. Et si la personne a des enfants, que ça se retourne aussi sur ses enfants. On a prié, prié, prié pendant plusieurs jours. Prié, prié, prié. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, mon petit frère allait bien. Vous savez, on a surmonté cette épreuve-là pendant 2 ans. Parce que cela s'est passé quand il était au CM2. Et quand il est allé aussi au collège en 6e. Donc, par la grâce de Dieu, mon petit frère s'est rétabli. Et quelques temps après, ma mère, comme elle ne voulait pas parler de ce sujet, ça l'angoissait. Elle a dit que non. Une fois, j'ai entendu une de ses causeries avec son frère au téléphone, m'a dit que non, elle ne savait pas que la personne qui faisait cela venait de la famille paternelle de mon père et de la famille maternelle. C'était comme si 2 personnes jetaient un sort sur mon petit frère parce qu'il avait une bonne étoile et tout, qu'il était quelqu'un de spécial. Et là, voilà que s'achève mon histoire. Mon petit frère va super bien maintenant. Il a repris les cours et tout. Aujourd'hui, il est en classe de 3e. Ça va très bien dans sa vie. Juste pour vous dire que la sorcellerie, elle existe. Et c'est souvent la personne ou les gens qui sont dans ton entourage qui veulent ton malheur. Donc, voilà. Mettez-vous dans la prière, prière, prière. Parce que sans la prière, mon petit frère n'allait plus partir à l'école. Il allait être comme ça. Mettez-vous dans la prière. Et voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à la DMG de m'avoir permis de faire cette histoire-là. Parce que j'écoute beaucoup tes histoires et cela m'a inspiré. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. J'ai une petite histoire que j'aimerais partager, mais avant tout, je vous invite à vous abonner, de liker et de partager et de commenter également pour continuer à motiver ceux qui sont derrière cette initiative qui nous aide beaucoup, d'ailleurs moi-même. Et en fait, mon histoire, je venais d'écouter les histoires de papa Alex, tonton Alex, voilà. Et parmi ces histoires qu'il a racontées, il y a un moment où il a dit que non, voilà, les femmes devaient en fait être fidèles à leur mari et tout comme les hommes. Mais non, en fait, je me retrouve là-dedans. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment, j'ai rencontré une personne avec qui je suis, et avec ce dernier, il m'avait bien fait comprendre que quand je suis avec une femme, moi, quand je suis avec une femme, cette dernière ne doit pas me tromper parce que si tu me trompes, tu me mets en danger. Je peux faire un accident, quelque chose peut m'arriver et tout le reste. Bon, voilà, au départ, je prenais pas trop ça au sérieux. Mais après un moment, et il y a eu quelques difficultés et tout, on a avancé dans notre relation et tout, mais en fait, ça n'allait pas. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, je vais aller voir ailleurs. Je ne me glorifie pas, mais bon, voilà, c'est ce qui est arrivé. C'est plutôt pour édifier afin que certaines personnes croient réellement que ce qu'il venait de dire est réel. Donc, il m'a dit que je ne devais pas le faire. Alors, j'ai rencontré une autre personne avec qui je suis allée me mettre en relation.
Et quand je suis allée me mettre en relation, sans avoir coupé avec lui. Et quand je suis allée avec lui, quelque temps après, je ne sais pas comment il a fait, il a fini par le savoir et il m'a dit que je l'ai mis en danger. Mais avant ça, avant qu'il le sache, il a fait un accident. Or, entre-temps, lui, il conduit toujours, il est toujours sur la moto et tout. Depuis des années, il n'a jamais fait d'accident. Vous voyez? Et dès que j'ai posé cet acte-là, il est allé faire un accident. Il était blessé de partout et tout. En fait, ça l'a même étonné. Il se posait des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Aussi banalement comme ça. Et c'est après, dans les prières, et là, il vient me dire que toi, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. C'est toi qui m'as mis en danger. Et à part ça, il y a eu des moments, au moment où j'ai commencé à le tromper, il y a eu des moments où, en tout cas, tout n'allait pas bien pour lui. Tout allait mal. Et là, à la fin, j'ai fini par comprendre que oui, c'est vrai, ce qu'il me disait, c'était réel. Que je devais être consciente et que je dois, en fait, pour le protéger, il fallait que je sois fidèle. Que je sois fidèle. Certes, lui aussi, il a fait quelques bavures. Bref, mais on ne va pas parler de ça. Ça peut-être dans une autre histoire, je pourrais vous raconter ça. Voilà un peu ce qui était mon histoire que je voulais partager avec vous sur ce que tonton Alex venait d'expliquer. Voilà, c'était tout comme histoire. Malheureusement, DMG, vous ne partagez pas mes histoires dernièrement. J'ai envoyé au moins 3 à 4 histoires, mais vous n'avez jamais partagé. Et j'espère que celle-ci, au moins, vous allez partager cette histoire afin d'édifier certaines personnes. Et voilà, merci beaucoup et bien des choses à vous. Et merci encore DMG pour tout ce que vous faites. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. On se prend demain à 12h pour une nouvelle vidéo.